Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2963 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 12 juin avec des anniversaires. On peut voir tout d'abord que Davinson Sanchez, le défenseur colombien du Galatasaray, ancien joueur de Tottenham, il fête aujourd'hui ses 28 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Et un joueur connu par exemple, Philippe Coutinho, un joueur que tout le monde connaît, ceux qui suivent un peu le foot. Donc le joueur brésilien fête aujourd'hui ses 32 ans, ancien joueur du Barça, du Bayern, même de Liverpool. Un bon anniversaire également à Philippe Coutinho. On continue, on va parler maintenant des résultats d'hier et on commence tout d'abord avec le Portugal à quelques jours du début de l'Euro. Donc concernant le Portugal, leur premier match ça sera contre la République tchèque, c'est mardi prochain. Et le Portugal, lors de ce dernier match de préparation, une belle victoire 3-0 contre l'Irlande, Félix buteur et un doublé de Cristiano Ronaldo qui a joué cette rencontre. Donc parfait bien sûr pour le Portugal et surtout se rachète par rapport, la sélection par rapport à la défaite du dernier match. 2-1, ils avaient perdu contre la Croatie. Donc là, c'est une victoire à quelques jours de leur premier match. Donc les statistiques en faveur du Portugal. Plus de 20 tirs, 9 tirs cadrés et 3 buts ont été marqués côté irlandais. Ça a été un match compliqué. Seulement 5 tirs, dont une frappe cadrée qui n'a pas fini au fond des filets. Donc belle victoire du Portugal et un Portugal solide, bien évidemment. Avant de débuter l'Euro, c'est une équipe. Moi, depuis longtemps, les gars, ça fait pas depuis une semaine, ça fait quasiment depuis un an et demi, voire 2 ans où je vois 3 favoris, je vois l'équipe de France, l'Angleterre et le Portugal. Donc voilà, le Portugal, les gars, c'est bien. Bon, 3-0 maintenant. Maintenant, c'est les matchs officiels là qui vont être très importants dans quelques jours. Et bien évidemment, on va parler de Ronaldo, les gars. Ronaldo a marqué un doublé. On va parler de Cristiano Ronaldo. Un magnifique but enroulé du pied gauche. Un but du pied gauche, pas souvent, parce qu'on sait qu'il est droitier. Il marque aussi beaucoup de buts de la tête. Mais là, du pied gauche, c'est plutôt rare. Et magnifique but de CR7 qui a placé parfaitement le ballon. On peut le voir là avec sa petite langue qui sort à Cristiano Ronaldo. C'était un but, une frappe où le gardien n'a rien pu faire. Donc, sublime but de Cristiano Ronaldo. Et Ronaldo, c'est vrai que ça se passe plutôt bien au Portugal. Donc, il est impliqué dans 9 buts en 7 matchs cette saison avec le Portugal. Voilà, 7 matchs, 7 buts, 2 passes D. Donc oui, les stats sont pas mal. Un petit rappel, il a 39 ans quand même. Cristiano Ronaldo, il a fêté son anniversaire le 5 février dernier. Et c'est un record pour Ronaldo parce que Ronaldo devient le premier joueur de l'histoire à marquer lors de 21 années consécutives en sélection. Parce qu'il y avait déjà eu un rassemblement en 20 mars. 2 matchs du Portugal, il n'avait pas marqué. Donc là, c'est son premier but, on va dire, avec le Portugal sur la nouvelle année 2024. Donc ça fait 21 ans d'affilée qu'il marque au moins un but avec le Portugal. Jamais ça arrivé bien sûr dans l'histoire du football. Il a marqué chaque année avec le Portugal depuis 2004, c'est fou. Donc voilà, depuis cette année-là 2004 où il était tout jeune, jusqu'à cette année 2024 qui est peut-être sa dernière année, on ne sait pas en sélection, on ne sait pas ce qui va se passer après l'Euro, mais voilà, c'est quand même incroyable bien sûr. CR7 ne représente plus bien sûr l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football et avec son doublé, il monte son total à 895 buts. Inscrit en carrière, n'oubliez pas qu'il y a quelques mois, il avait dit, il avait un objectif peut-être d'atteindre les 1000 buts en carrière. Mais là, il a 895. Cristiano Ronaldo, donc le cap des 900 buts n'est plus qu'à 5 unités. Il pourrait, pourquoi pas, s'il fait un gros Euro, les gars, dépasser ou atteindre cette barre des 900 buts lors de ce championnat d'Europe des Nations. C'est vrai que ça peut aller très vite. Donc c'est ce qu'on lui souhaite bien sûr à Cristiano Ronaldo. Et Ronaldo avec ses 2 nouveaux buts en sélection, donc il conforte, on peut dire, sa première place par rapport au meilleur buteur d'une sélection. 130 buts pour Cristiano Ronaldo, donc il devance maintenant largement Daï, donc un ancien attaquant de l'Iran, lui qui avait inscrit 109 buts avec l'Iran. Léo Messi à la 3e position, 106 buts avec l'Argentine. Donc voilà, Ronaldo quand même très très loin devant et c'est pas fini parce qu'on pense qu'il va jouer encore quelques années. Moi je vois bien aller jusqu'à la future Coupe du Monde et peut-être après la Coupe du Monde 2026, là peut-être il arrêtera avec la sélection, peut-être arrêt total. Et regardez sur son compte Instagram, donc il est prêt Ronaldo, prochain arrêt, l'Euro. Voilà ce qu'il a pu mettre, c'est que, comme j'ai dit, mardi prochain, c'est le premier match de cette sélection portugaise. Et ce moment entre Ronaldo et la mascotte, donc la mascotte en gros c'est les enfants, vous savez, qui rentrent sur la pelouse avec les joueurs. Et là en gros Ronaldo il est avec une petite fille handicapée, donc voilà belle image on peut dire, c'était bien sûr avant le coup d'envoi. On continue avec d'autres rencontres de préparation. Tiens, l'Ukraine les gars s'est imposé 4-0 pour son dernier match de préparation. Donc voilà, victoire parfaite on peut dire de l'Ukraine qui va commencer aussi d'ici quelques jours son Euro. Et aussi la Grèce contre Malte, victoire 2-0 de l'équipe grecque. Donc voilà les résultats qu'il y a eu hier. Donc là il n'y a plus de matchs amicaux concernant les équipes qui jouent l'Euro. Voilà, elles ont toutes joué leurs 2 matchs de préparation maintenant. Prochaine équipe européenne à jouer, c'est l'Allemagne contre l'Écosse. Ça sera bien sûr, on est quand mercredi, c'est après-demain, c'est vendredi bien sûr, cette rencontre qu'on reparlera là dans les prochains jours. On continue les gars, on quitte nous l'Europe et direction la zone Afrique parce que là il y avait aussi des matchs hyper importants. C'était les derniers matchs, là c'est fini, il n'y a plus de match du côté du continent africain. Et on commence tout d'abord avec le carton de la soirée hier, c'est le Maroc les gars contre le Congo. Voilà le résultat 0-6, 6-0 pour le Maroc. Donc Unai buteur, je crois qu'il a été aussi passeur D, même 2 fois je crois passeur D, je me
rappelle, j'ai vu l'info juste avant de faire la vidéo. Riyad a été buteur. El Kabi, l'attaquant de l'Olympiakos, triplé, et aussi un but de Raimi. Donc voilà, festival de buts côté sélection marocaine. Regardez-moi ça, 20 tirs, 11 tirs cadrés, 6 buts inscrits. Voilà, ça a été un Maroc à sens unique. Ils se sont régalés. Et Ayoub El Kabi, donc triplé de l'international marocain face au Congo hier soir. Quelle saison exceptionnelle de sa part, toute compétition confondue. 41 matchs, 34 buts et 3 passes D. Il a remporté la Ligue Europa Conférence il y a à peu près 2 semaines avec la victoire contre, c'était contre qui, contre la Fiorentina, je crois, en finale. En plus, je crois qu'il est buteur en finale. Donc voilà, les gars, incroyable bien sûr cette saison, bien sûr, pour l'attaquant marocain. Et le Maroc, c'est simple, le Maroc a fait carton plein. Là, c'est la seule équipe, regardez, sur la CAF, c'est le Twitter officiel voilà, de la CAF, les équipes africaines. C'est la seule équipe à regarder tous ces matchs, voilà, ces matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Il n'y a que le Maroc. Et le Maroc, c'est vrai que dans ce classement, 3 matchs, 3 victoires. Donc il devance la Tanzanie 6 points. On peut voir aussi des autres rencontres, par exemple Niger ou même le Congo, un match en retard, qui joueront bien sûr lors de la prochaine trêve internationale qui aura lieu, je crois que ça sera au mois de septembre prochain. On continue avec le Cameroun qui jouait contre Angola, c'était hier soir. Score final 1 partout. Mbemo a été buteur côté camerounais, mais ça n'a pas suffi. Donc voilà, partage des points. On peut voir les statistiques de la partie. Du coup, le Cameroun est quand même en tête. Voilà, donc là, toutes les équipes ont joué le même nombre de matchs. Je n'oublie pas que c'est la première équipe qui se qualifie directement. Et la deuxième équipe jouera un système de barrage, tout ça. Donc il faut finir premier. Parce que deuxième, voilà, c'est toujours très compliqué. Donc pour l'instant, c'est le Cameroun, les gars, qui serait qualifié pour la future Coupe du Monde. Mais il reste encore, bien sûr, pas mal de match. Il y avait aussi la Côte d'Ivoire, l'équipe qui a gagné la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ils jouent contre le Kenya et ça s'est fini sur un triste 0-0. On peut voir quand même que la Côte d'Ivoire a plutôt dominé, mais voilà, quand tu fais 11 tirs, mais tu cadres seulement une fois, il y a quand même 10 tirs hors cadre, c'est compliqué à marquer. Même le Kenya, ils ont même eu plus de tirs cadrés, eu 3 tirs cadrés, donc ça s'est fini sur un triste 0-0. Cette rencontre, le Gabon, jeu contre la Gambie, belle victoire du Gabon 3-2. À noter que Bouanga, l'ancien attaquant de Saint-Etienne et joueur du côté de Los Angeles FC, voilà, chercher son club. Aubameyang, les gars, buteur également, l'attaquant marseillais. Donc belle victoire bien sûr du Gabon. Et à noter, les gars, que ce classement, regardez, c'est serré entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Il y a un point d'écart entre les deux équipes avec le même nombre de matchs joués. Donc la confrontation directe sera très importante bien sûr pour désigner qui sera premier et qualifié bien sûr pour la future Coupe du Monde. Le Cap-Vert face à la Libye, victoire du Cap-Vert 1-0, parfait. Diné Borges a été l'unique buteur de la rencontre. On peut voir les stats en faveur bien sûr du Cap-Vert. Il y avait aussi Madagascar, Mali, où hier on avait parlé, où j'ai dit qu'il y a eu un problème d'avion pour les joueurs du Mali, tout ça, qui est arrivé seulement le matin alors que le match avait lieu à 13h heure africaine, donc ça a été compliqué. Donc voilà, ça s'est fini sur un 0-0. C'est dommage parce que ça arrange aucune des deux équipes. Voilà ce résultat. Il y avait aussi les Comores qui ont fait une belle victoire en s'imposant 2-0 du côté du Tchad. Une victoire très importante parce qu'actuellement ils sont premiers du groupe. Les Comores, on peut voir aussi que c'était un derby, on peut dire le Soudan sans pitié dans ce derby face au Soudan du Sud. Donc deux pays on peut dire voisins. Et le Soudan, les gars, s'est imposé 3-0 lors de cette rencontre. Du coup, tous les autres résultats, il y a aussi quelques matchs que j'ai pas parlé. Par exemple, le Rwanda s'est imposé 1-0 du côté du Lesotho, où par exemple les Seychelles ont perdu 3-1 contre Burundi, voilà, parce que sinon j'ai parlé des plus grosses équipes on va dire africaines. Et pour l'instant, regardez les premiers de chaque groupe, parce que là il n'y a plus de match aujourd'hui, demain c'est fini. Tous les joueurs africains là sont en vacances officiellement. Je dis la prochaine trêve, ça sera au mois de septembre prochain. Donc pour l'instant les premiers, Égypte, Soudan, Rwanda, Cameroun, Côte d'Ivoire, Maroc, Algérie, Tunisie et les Comores. Donc pour l'instant, n'oubliez pas qu'il y a 10 équipes qualifiées, parce qu'avant en Coupe du Monde par exemple 2022 il y avait 5 équipes africaines, mais à partir de la prochaine Coupe du Monde il y en aura 10. Donc il y a le double parce qu'en gros il y a plus d'équipes. On va passer de 32 équipes qualifiées à la dernière Coupe du Monde à 48. Donc en gros chaque continent aura plus d'équipes qualifiées. Donc c'est pour ça en gros on prend tous les premiers des groupes et du coup il y a 9 équipes et c'est-à-dire il y aura une 10e équipe qui sera ça sera par rapport au système de barrage. Donc voilà, c'est pour vous montrer que c'est très important de finir premier. Donc pour l'instant les gars, toutes ces équipes seraient qualifiées pour la future Coupe du Monde. Mais c'est pas encore fini bien sûr, vu qu'il reste encore des matchs à jouer. On prend la direction aussi du continent asiatique. Il y avait aussi quelques matchs. Le Qatar joue contre l'Inde, victoire du Qatar 2-1. C'est des matchs pour se qualifier également pour la future Coupe du Monde. Belle victoire du Qatar. On va voir que ça passe aussi pour la Corée du Sud contre la Chine. Victoire 1-0 de la Corée. Buteur c'est Kang In-lee, le joueur du Paris Saint-Germain, qui a marqué l'unique but de la rencontre. Le Japon a écrasé la Syrie 5-0. Et à noter que l'Arabie Saoudite a perdu 2-1 contre la Jordanie. On peut voir sinon tous les autres résultats. Alors, il y a eu beaucoup de matchs hier soir du côté du continent asiatique. Donc voilà, là aussi il y a pas mal d'équipes qui seront qualifiées bien sûr pour la future Coupe du Monde. En parlant de la future Coupe du Monde, aujourd'hui en ce 12 juin, on a 2 ans jour pour jour du premier match
de l'ouverture de cette Coupe du Monde qui aura lieu, n'oubliez pas, au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Voilà, donc ça commencera le 12 juin 2026, le premier match, qui sera, je sais pas qui, on ne sait pas encore, mais voilà, c'est dans 2 ans, jour pour jour. Et pour l'instant, bien sûr, c'est les qualifications. Donc dans la zone Europe, hein, ça se fera à partir de septembre prochain, les gars. Voilà, ça sera déjà les matchs, bien sûr, pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. Tiens, en parlant d'une Coupe du Monde, on revient cette fois-ci 10 ans, jour pour jour en arrière. C'était le 12 juin 2014, hein. Et le Brésil remportait son match d'ouverture à la Coupe du Monde 2014. Donc le Brésil, qui était le pays organisateur, jouait contre la Croatie. C'était une victoire 3-1 du Brésil, doublé de Neymar et but d'Oscar. Hein, cette Coupe du Monde qui a été très belle. Hein. Donc avec la victoire finale, bien sûr, de l'Allemagne qui avait battu, c'était qui, l'Argentine, bien sûr, en finale de cette Coupe du Monde. Tiens, toujours avec les Coupes du Monde, toujours avec ce 12 juin, parce qu'il y a pas mal d'ouvertures, on peut dire Coupe du Monde comme celle en 2010, hein, il y a 14 ans, jour pour jour, débutait la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, où l'équipe de France, par exemple, avait floppé totalement, mais l'Espagne avait réussi à remporter, bien sûr, sa première Coupe du Monde. Tiens, il y a 3 ans, jour pour jour, débutait l'Euro 2020. Quel souvenir vous avez le plus marqué durant cet Euro? Bon, je sais pas, il y en a eu plein. Mais l'Italie, bien évidemment, avait remporté cette compétition. Le début de l'Euro, là, ça sera le 14. Hein, c'est dans 2 jours, bien sûr, avec le match Allemagne-Écosse. Le match d'ouverture. Et par rapport, cet Euro, là, qu'on parle beaucoup comme ces derniers jours, on va en parler bien sûr aujourd'hui. Donc, le saviez-vous, lors de cet Euro, la mascotte de la compétition sera représentée par un ours nommé Albart. Donc, l'UEFA a indiqué que cette mascotte rendait hommage au fidèle ours en peluche allemand. Voilà, en gros, ça sera, il y a à chaque fois une peluche, enfin pas une peluche, une mascotte, donc ça sera ça, la mascotte officielle. Bon, on l'a déjà montré quand même, il y a pas mal de temps. Hein. Concernant l'équipe de France, parce que moi personnellement, je suis français, je vais soutenir à fond bien sûr l'équipe de France. Hein, et la photo de classe élégante pour nos Bleus à quelques jours de l'Euro. Donc voilà, ils ont fait une photo en mode, pas en mode survêt, équipe de France, non, là en mode costard. Voilà, bon, pas la cravate, mais voilà, costard. Donc bien élégant, bien sûr, tous les joueurs de l'équipe de France. Et toujours avec l'équipe de France, il y a quelques jours, n'oubliez pas le premier match des Bleus, c'est lundi soir à 21h, France-Autriche, ça sera sur TF1. Et Deschamps, les gars, a décidé de donner les clés de l'équipe de France à Kylian Mbappé pour cet Euro 2024. Ça va être le joueur phare, hein. Bon, on sait déjà que c'est le joueur phare, mais voilà, encore plus lors de cet Euro. La stratégie sera complètement tournée autour du joueur. Donc voilà, c'est une équipe de France vraiment, voilà, avec vraiment Mbappé en avant, bien sûr, c'est le capitaine, tout ça. Mais voilà, c'est lui, bon, même si le foot c'est un sport collectif, mais voilà, il doit nous sortir bien sûr un gros Euro parce qu'il aura beaucoup de pression, on peut dire, à Mbappé, parce qu'il sera beaucoup attendu, bien sûr. Et voilà, donc concernant, tiens, il y a déjà les compos, hein, voilà, qui peuvent sortir, surtout côté équipe de France. Mbappé sera bien sûr titulaire lundi soir, et on peut avoir le trio qui devrait être aligné en attaque. Hein. Donc Mbappé, certainement ailier gauche ou dans l'axe, je ne sais pas. Donc Dembélé, ça ailier droit, ça c'est sûr. Hein. Et Thuram, les gars, devrait être aussi celui qui sera en attaque. Donc voilà, donc pas de Giroud, pas de Kingsley Coman, pas de Randal Colomoni, ça devrait être ça la triplette. Après peut-être Mbappé en 9, Thuram à gauche, Dembélé à droite, ou Mbappé à gauche et Thuram dans l'axe, je sais pas, mais ça devrait être ces trois-là titulaires lors de ce match lundi soir. Du côté du milieu de terrain, là aussi les gars, on en sait un petit peu plus. Hein. Griezmann, Youssouf Fofana et N'Golo Kanté devraient être les 3 titulaires pour cette rencontre. Hein. Pas de Kamavinga, pas de Rabiot, voilà, pas d'autres joueurs, non, ça devrait être ces 3-là. Pas de Chouamini qui est forfait, hein, les gars, n'oubliez pas pour le premier match, c'est un peu trop juste. Donc voilà, le milieu de terrain, donc là on connaît déjà les attaquants et le milieu et la défense. Donc la défense surtout par rapport à la charnière. Et on se dirige vers une charnière Upamecano Konaté pour l'Euro, annonce le journal Le Parisien. William Saliba, qui a certainement été le meilleur défenseur de Première Ligue cette saison, serait toujours en 3e position dans la hiérarchie des défenseurs centraux de Deschamps. C'est fou les gars, c'est fou. Hein. Bon après voilà, Deschamps, voilà, c'est lui le sélectionneur, il fait ce qu'il veut. Mais voilà, Saliba devrait être sur le banc lors du premier match. Hein, ça devrait être Upamecano et Konaté. Non, moi je dis non les gars, pour moi déjà c'est tu mets Saliba et tu mets un autre joueur à côté. Mais Saliba sûr tu le mets. Donc voilà, donc t'enlèves-vous. Pour moi ce serait Saliba Konaté que je mettrais pas Upamecano, hein, qui est des fois un peu fébrile on peut dire. Bon voilà, c'est Deschamps, hein, c'est lui le sélectionneur. Mais voilà, concernant les défenseurs droits et défenseurs gauche, hein, bon à gauche ça devrait être certainement Théo Hernandez et à droite Gilles Koundé, hein, de toute façon il n'y a pas grand monde, hein, puis au gardien bien sûr Mike Maignan. Et regardez sur le Twitter Instant Foot, en gros il a fait des petits sondages à chaque fois entre les 2 favoris à chaque poste, hein, et en gros le 11 hein, que les fans voudraient voir lors du premier match, hein, bien sûr pour l'Autriche. Donc Mike Maignan, Hernandez, donc Konaté, Saliba,
Koundé, donc voilà. Kanté, Griezmann, Rabiot, et devant Mbappé, Dembélé avec Giroud en attaque. Donc voilà, ça c'est ce que les fans bien sûr qui ont voté sur le Twitter Instant Foot aimeraient voir. Après bien sûr c'est Deschamps qui prendra ses choix finaux, mais comme je vous ai dit, voilà, ça devrait être bien ce que je vous ai dit là avec la compo qui est déjà quasiment annoncée. Et concernant l'équipe de France, une équipe qui peut aller au bout, enfin on espère, et ChatGPT, donc une intelligence artificielle, prédit que la France sera vainqueur de l'Euro 2024. Donc déjà l'équipe de France finirait première de son groupe. Ensuite en huitième de finale ce serait la République tchèque. L'équipe de France gagnerait 3-0. Ensuite la Belgique 2-1. Ensuite l'Angleterre en demi-finale 2-1 et l'Allemagne en finale 2-1. Bon, voilà, ça c'est seulement des chats GPT, tout ça. La vérité, ça se passe sur le terrain, bien évidemment. Tiens, on va parler des futurs adversaires de l'équipe de France lors de l'Euro. Et on va parler de la Pologne. Hier, j'avais dit, Lewandowski est sorti sur blessure, ça sent pas bon. Il est sorti blessure musculaire à la 30e minute du match contre la Turquie. Et Lewandowski forfait pour le premier match. Donc ça sera en plus à Pologne-Pays-Bas, vu que la France joue contre l'Autriche. Donc ce sera l'autre match dans le groupe. Voilà, il n'est pas là. C'est officiel, c'est le sélectionneur polonais qui l'a annoncé hier soir. Donc le staff polonais vise un retour pour le deuxième match contre l'Autriche. Donc le troisième match c'est contre l'équipe de France. Donc on ne sait même pas. Déjà le premier match il n'est pas là. Le deuxième match incertain. Le troisième aussi incertain contre l'équipe de France. C'est comme un gros coup dur. Mais pas que Milik. Aussi forfait Milik qui s'est blessé lors du match précédent. La Pologne est sortie au bout de 2 minutes de jeu. Aussi blessé. C'est une hécatombe du côté de la sélection polonaise. Du côté des Pays-Bas aussi. On apprend un nouveau forfait après celui de Frenkie de Jong hier, c'est celui de Koopmeiners qui a gagné avec l'Atalanta Bergame l'Europa League. Donc il est forfait. Qu'est-ce qu'il a eu? Donc le milieu néerlandais ne sera pas remis à temps de sa blessure à l'échauffement d'avant-match face à l'Islande. Ils ont gagné 4-0 là face à l'Islande avant-hier. Et s'est blessé à l'échauffement. Et en gros, voilà, c'est forfait officiel. Il ne sera pas présent. Koopmeiners, et ça que c'est l'hécatombe chez les adversaires des Bleus à l'Euro. David Alaba forfait, bon lui déjà depuis longtemps du côté de l'Autriche. Milik forfait. Swiderski qui s'est blessé en faisant sa célébration lors de la victoire de la Pologne contre la Turquie de 1, blessé, pas en forfait encore officiel mais blessé, donc ça va être chaud pour qu'il joue le premier match. Lewandowski forfait le premier match, il pourrait revenir après. De Jong forfait et Koopmeiners forfait. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de joueurs cadres, on peut dire, des autres sélections que l'équipe de France va affronter, qui ont annoncé leur forfait ou sont blessés ces derniers temps là. Et concernant Frenkie de Jong, j'ai dit, de Jong on a pris hier, c'est officiel, il n'est pas là, forfait. Et du coup un joueur vient le remplacer et c'est officiel, Yann Madsen est appelé pour remplacer Frenkie de Jong, forfait pour l'Euro. Donc les vacances à Mykonos sont déjà finies parce que lui c'est un joueur de Dortmund, donc là, il n'avait pas été appelé, donc il a joué la finale de la Ligue des Champions, il est parti en vacances, on peut le voir voilà, sur son yacht avec sa copine. Mais le problème, tout simplement, c'est que, c'est pas un problème, si peut-être parce que les vacances sont finies, pour lui, ça sera l'Euro, tout simplement. Il quitte, on va dire, Mykonos, en direction la sélection néerlandaise. Et concernant Koeman, donc il en veut beaucoup au FC Barcelone pour Frenkie de Jong. Le joueur a des antécédents de blessures et son club a pris des risques avec lui. Donc là, il vise totalement le club où il a coaché dans le passé, le Barça, où il a même été joueur à l'époque. Le Barça. Cela nous laisse dans une mauvaise situation avec Frenkie. Il n'est pas 100%, il ne sera pas en condition pour jouer au plus haut niveau pendant les 3 prochaines semaines. C'est pour ça que ça a été officiel, bien sûr, le forfait de Frenkie de Jong qui est déjà de retour du côté de Barcelone pour se soigner. Toujours du côté des Pays-Bas, on va parler d'un joueur qui est en grande forme, qui devrait être titulaire pour le premier match, et même pour l'Euro. Donc c'est Depay, les gars, qui a été décisif comme à 31 reprises sur ses 30 derniers matchs avec les Pays-Bas. C'est quand même incroyable, 22 buts et 9 passes D sur ses 30 derniers matchs. C'est quand même un joueur en grande forme, Memphis Depay. On va parler aussi d'une autre grande sélection, c'est la sélection anglaise, et c'est simple. Gareth Southgate, il a dit si l'Angleterre flop, donc eux flop c'est même en finale, c'est un flop, eux ils doivent gagner. Si nous gagnons pas l'Euro, je ne serai probablement plus là. Donc voilà, même en finale les gars, c'est même pas sûr qu'il reste en place, il faut absolument gagner l'Euro du côté de l'Angleterre pour qu'il reste en place tout simplement. Et Gareth Southgate, et tiens du côté de la sélection anglaise ou même tous les joueurs qui disputent l'Euro, ils ont fait les photos officielles tout simplement pour les photos officielles tout simplement de l'Euro. Donc là c'est Cole Palmer qui a fait une saison énorme, donc mérité, mais regardez un petit peu timide, on a l'impression sur cette photo, sa célébration, là on a l'impression qu'il exprime rien sur son visage, ou même celle-là. Voilà, c'était juste une petite info, des photos que j'avais vues sur internet que j'ai voulu vous montrer de Cole Palmer, ces photos officielles pour l'Euro.
On continue, plus rien à voir avec l'Euro, mais plutôt les Jeux Olympiques et officiels, les gars. Krislin Matsima, donc un joueur de Monaco, Andy Diouf, un joueur de Lens, et Ryan Cherki, un joueur de Lyon, sont appelés pour les Jeux Olympiques. Ils n'avaient pas été appelés dans la liste pré-liste qui a été dévoilée il y a déjà une semaine. Et du coup, ils sont dans la liste parce que plusieurs absences seront confirmées. Chevalier, Diakité, Leniro, Bradley Barcola, Zeremri, Matistel. En gros, c'est simple. Lille, le PSG et le Bayern ont appelé Thierry Henry. Ils lui ont dit c'est mort, hein, on ne vous lâche pas nos joueurs. Voilà. Donc, du coup, il faut remplacer bien sûr ces joueurs que le club ne les lâche pas. Donc, du coup, ils seront remplacés déjà par ces 3 joueurs-là. Voilà, puis ils seront présents tout simplement lors de l'Euro. Donc voilà, c'est comme regardez comme les noms, hein, Matistel, bon, Zeremri, Barcola, on s'en doutait, hein, mais Matistel c'est comme un gros coup dur, hein, même chose pour Leniro, tout ça, il va devoir faire du racolage, on peut dire, hein, Thierry Henry, pour ces Jeux Olympiques, bien sûr, avec l'équipe de France Espoir. On revient aussi sur l'altercation que j'avais dit hier, les gars, entre Rudiger et Füllkrug. C'était lors de l'entraînement, c'était lundi après-midi du côté de la sélection allemande. C'était très chaud, ils ont failli en venir en main, les deux. Bon, réconciliation, hein, parce que voilà, Füllkrug, les gars, a mis une photo de lui à l'entraînement avec Rudiger juste à côté. Rudiger, les gars, a mis il a marqué Luc avec un petit cœur, voilà, pour dire qu'ils sont réconciliés, bien sûr, hein. Voilà, tout va bien maintenant entre les deux joueurs, hein, mais bon, avant-hier c'était très chaud entre les deux, ils ont failli se battre. David Trezeguet livre son favori pour l'Euro. Lui qui a été buteur lors d'un Euro, c'était 2000, hein, avec un but en or, les gars, ça devrait revenir, le but en or, c'est en prolongation, le premier qui marque, c'est fini. Ah, ça c'était tellement bien à l'époque, il avait marqué un but comme ça contre l'Italie lors de l'Euro 2020, le dernier Euro, bien sûr remporté par l'équipe de France. L'équipe de France a remporté 2 fois l'Euro, en 86 je crois le premier, et le deuxième en 2000. Bref, la France est le favori pour l'Italie. Spalletti a été clair, elle ne doit pas se cacher derrière son histoire. L'Italie doit être protagoniste et gagner. C'est que l'Italie, même si c'est pas les favoris, ils peuvent bien sûr, hein, il y a 3 ans c'était pas favoris, ils ont remporté l'édition. C'est comme les champions d'Europe en titre, bien sûr. Cette équipe italienne, mais voit quand même que la France est favorite, hein, pour cette compète. Mais moi, à chaque fois qu'on parle de favoris, tout ça, la vérité, hein, ça se passe, vous le savez, sur le terrain. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur les nations, hein. On a parlé, hein, en Europe, en Afrique, en Asie, l'Euro, tout ça. On bascule maintenant avec les clubs. Et la une aujourd'hui du journal L'équipe en ce mercredi 12 juin, Canal+ et la Ligue 1, la fièvre, hein, parce qu'actuellement du côté de la Ligue 1, je ne sais pas si vous suivez un peu toutes les infos du championnat français, il y a un gros problème, c'est les droits TV. Parce qu'il y a un problème, je veux dire, hein. Donc tout d'abord, l'épineux dossier des droits télé suscite désormais l'énervement et l'angoisse de plusieurs présidents de Ligue 1 qui pressent Canal+ d'entrer dans la négociation. Donc c'est quoi le problème avec les droits TV de la Ligue 1? Ça vire à la catastrophe. La LFP espérait 1 milliard d'euros. Aujourd'hui, elle n'est même pas assurée d'en tirer 500 millions d'euros. Donc voilà, la LFP, Vincent Labrune, hein, le président de la LFP, donc il va vendre, hein. Chaque 4 ans, les gars, tu vends en gros tes droits TV. Et lui, il espérait vendre pendant 4 ans les droits de la Ligue 1 à plus d'1 milliard d'euros. Le problème, c'est que personne, bien sûr, veut acheter les droits TV de la Ligue 1 à 1 milliard d'euros. C'est beaucoup trop cher, hein. Et actuellement, il n'est même pas assuré d'en avoir la moitié, 500 millions d'euros. C'est même pas assuré, ça pourrait même être moins. Donc là, ce serait une catastrophe, bien sûr, hein. Donc on ne connaît toujours pas le diffuseur de la saison prochaine. Est-ce que ce sera beIN, Canal+, que ce sera Amazon? On ne sait pas. On ne sait pas qui diffusera la Ligue 1 pour l'instant. Personne, hein. Les clubs ne connaissent pas le montant de leurs droits télévisuels pour établir leur budget. Les recettes de clubs devraient au moins baisser de 30%. Donc beIN Sport et Canal+ ne veulent toujours pas bouger parce que voilà, en gros, du coup, les présidents de la Ligue 1, on peut voir qu'ils pressent Canal+ pour rentrer dans les négociations pour que ça avance, hein. Canal+ rachète les droits, mais pour l'instant Canal+ et beIN Sport ne veulent pas bouger. Une hypothèse, hein, qui n'est pas écartée pour les droits de la Ligue 1. Donc selon l'équipe, c'est Canal+ et beIN pourraient faire traîner le dossier jusqu'au dernier instant pour récupérer les droits à prix cassé, hein. C'est peut-être pour ça en gros qu'aucun peut-être sont mis d'accord, beIN et Canal+, deux diffuseurs. Ils sont appelés, peut-être se sont dit on va attendre le plus longtemps possible, vraiment au dernier moment, là on fera une offre, mais ça sera une offre bien sûr au dernier moment, on va les prix cassés. Donc voilà peut-être en gros ce qu'ils essaient de faire, beIN Sport et Canal+, hein, pour avoir les droits TV de la Ligue 1, mais vraiment au prix le plus bas. Mais ça bien sûr c'est un gros problème bien évidemment pour les clubs de Ligue 1, parce qu'il y en a qui pourraient faire faillite les gars, parce qu'il y a un club par exemple comme Montpellier les gars, les droits TV de la Ligue 1 c'est 60% comme du budget, c'est énorme les gars, c'est énorme, c'est la plus grosse rentrée d'argent du budget du club, et pour l'instant ce serait une grosse descente, hein. Donc par exemple il y a Laurent Nicolin qui est le président de Montpellier, mais président aussi des syndicats des clubs de Ligue 1. Donc il parle pour tous les présidents, il a dit Canal+ veut tuer le football français. À un moment donné il faut se mettre autour d'une table et discuter, c'est en discutant qu'on règle les problèmes, mais bon on a l'habitude et on se démerdera. Il y a peut-être 5 ou 6 clubs qui feront faillite, ils seront contents, voilà. Donc voilà, actuellement c'est très critique. On sait que les droits TV par exemple en Angleterre sont hauts, tout ça, mais c'est vrai que là en Ligue 1, avec la perte par exemple de Messi, Neymar saison dernière, de Mbappé, et le championnat est beaucoup moins attractif, hein. Donc c'est pour ça que les diffuseurs ne veulent plus trop payer, hein, bien évidemment.
Donc voilà, c'est un gros problème actuellement. Il faut trouver une solution. Pourtant, cette Ligue 1, les gars, était très belle cette saison avec des matchs spectaculaires. Et il y a un match, les gars, qui sort du lot. Ça a été élu plus beau match de cette saison. C'est ce match, les gars. Donc le match d'anthologie entre Rennes et Brest. En plus, j'avais regardé. Je ne pensais pas regarder ce match-là. J'étais devant la télé. J'ai dit, tiens, regardez le match. Il était totalement fou, les gars. Il y a eu 5-4 pour Brest contre Rennes. Bah, c'est le plus beau match cette saison de Ligue 1. Il a été voté hier. Donc voilà, qui est une fin de match totalement folle. Hein. Lilian Bracelet, les gars, a marqué le but du 5e but pour Brest à la 97e minute de la rencontre. Un match totalement fou. On continue, tiens, les gars, hier sur l'After Foot RMC. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai pas vu non plus l'émission. Mais j'ai vu sur les réseaux sociaux ce qui s'est dit d'après Mohamed Bouafsi. Le Paris Saint-Germain observe Vini Junior. Bon, observe, nous aussi on l'observe, mais en gros, le PSG suit et aimerait en gros essayer quelque chose avec Vini Junior, bien sûr le joueur du Real Madrid. Bon, bien évidemment, j'ai pas d'autres infos, mais ça semble très compliqué. On va pas se mentir, les gars. Vini, avec la saison qu'il vient de faire, il vient de remporter sa 2e LDC. Il a encore dit qu'à la fin de la victoire en Ligue des Champions, vraiment, il avait dit j'espère que le président Pérez m'écoute, mais moi vraiment, je compte faire toute ma carrière au Real. C'est très compliqué. Après, dans le foot, les gars, tout peut arriver. Mais voilà, le PSG, les gars, serait sur Vini Junior. On voit pas du tout Vini partir et ni le Real Madrid le lâcher. Après, dans le football, les gars, il peut se passer des dingueries. Mais ce serait énorme, bien sûr, pour le PSG de s'offrir Vini Junior. On va parler, tiens, aussi de Miko Tadze a choisi Monaco. D'après l'équipe, un accord verbal existe avec le club de la Principauté qui va débourser 20 millions d'euros. Ils ont dit ça hier, c'était aux alentours des 13h, hier mardi. Et du coup, il a démenti tout ça. Miko Tadze, regardez, c'est sur son compte Instagram. Bonjour à tous, petite info par rapport à mon transfert. Je n'ai toujours pas fait mon choix concernant mon futur club. Je serais ravi de vous annoncer ma décision. Merci à tous, parce qu'en gros c'est l'équipe, un journal d'équipe qui a envoyé ça, mais lui il a réagi quelques minutes après pour dire non, il n'y a pas d'accord avec Monaco. Il va rester en Ligue 1 parce qu'il a dit qu'il allait rester en Ligue 1, mais c'est pas sûr que c'est Monaco. Ça peut être Monaco, je pense que ça sera Monaco, mais aussi Rennes, il y a aussi Marseille, il y a Lens, il y a pas mal de clubs autour de Miko Tadze. Mais voilà, pour l'instant il a démenti tout simplement l'info de l'équipe, même s'il y a des chances qu'il aille là-bas, parce que regardez, ce serait un peu un transfert parfait pour lui. Donc déjà avec le départ de Ben Yedder. Donc voilà, déjà pour Monaco c'est bien d'avoir Miko Tadze et surtout il a une place de titulaire, bien évidemment. Donc l'ASM déjà, Monaco en Ligue des Champions, il jouerait la Ligue des Champions. Un cadre de vie sympa, Monaco, voilà, Monaco, t'as la mer, c'est la belle vie on peut dire. Et un salaire copieux, bien évidemment, aller à Monaco paye très bien ses joueurs. Donc voilà, tout ça font que voilà, il y a quand même des chances qu'il accepte bien sûr ce contrat avec l'AS Monaco. On va parler de Lunin qui a cagolé avec l'Ukraine hier, la victoire 4-0 et gardien bien sûr du Real Madrid, se questionne sur son avenir au Real Madrid cet été. Sa relation avec Ancelotti est plutôt froide. Son contrat s'étend jusqu'en 2025, encore un an. Arsenal fait partie des prétendants européens pour le gardien ukrainien. C'est qu'au vu de la saison qu'il a fait, on se dit, en plus il doit être un petit peu dégoûté. Il a gaulé tous les matchs de Ligue des Champions, tous les matchs du premier jusqu'au, enfin il y a peut-être Kepa, peut-être qu'il a gaulé un ou deux matchs, mais les matchs élimination directe, les 8e, quart, demi, c'était lui. Même la demi-finale, Bayern aller-retour, c'était lui le gardien. La finale n'a pas gaulé, c'est Courtois. Et ça qui se questionne, il se dit, tiens, Courtois avec son retour là, donc la saison prochaine il va être sur le banc. C'est pour ça qu'il dit, voilà, si une belle équipe comme Arsenal, il pourrait peut-être quitter le Real Madrid. La Juventus veut recruter Mason Greenwood qui donne sa priorité au Bianconeri. Manchester estime son joueur à 50 millions d'euros. Donc voilà, Greenwood qui a été prêté à Retafe, belle saison. Donc là, il est revenu à Manchester et pourrait peut-être viser un plus gros club que Retafe. La Juventus Turin qui serait très intéressé. Luis Guilherme à West Ham, here we go. Donc je l'avais dit déjà il y a quelques jours que c'était très proche. Fabrizio Romano l'a dévoilé hier, here we go. C'est-à-dire que le joueur est quasiment dans le club. Donc il va débarquer du côté de la Première Ligue. Montant du transfert 23 millions d'euros plus 7 millions de bonus que va récupérer Palmeiras, qui va perdre également Hendrick lors de ce mercato, qui va rejoindre le Real là, après la Copa América. Quelques jours de vacances pour Hendrick, puis après pré-saison avec Madrid. Le dossier Sergio Conceição à l'Olympique de Marseille ne serait plus qu'une question de détail d'après le journal La Provence, un journal marseillais. Le Portugais ne cache plus son enthousiasme de poursuivre à l'OM et ne débarquerait pas faire de la figuration. Vraiment, il va là-bas pour faire de grandes choses. Du côté de Marseille, après, je trouve quand même que c'est un transfert plutôt surprenant parce qu'à Porto, regardez, Porto, il a gagné beaucoup de trophées, il a joué la Ligue des Champions saison prochaine. Là, à Marseille, il n'y a pas de Coupe d'Europe, il n'y a même pas d'Europa Conférence. Après, voilà, pour Marseille, bien sûr, c'est énorme. Voilà, c'est énorme, donc voilà, ça peut être vraiment un très bon entraîneur, Conceição, les gars, du côté de l'OM. Donc, on verra. Tiens, un autre entraîneur, c'est Bruno Genesio sous ses nouvelles couleurs. On sait qu'il y a à peu près une semaine, officiellement nouveau coach de Lille. Donc, bon, il n'a pas encore. La pré-saison n'a pas encore commencé à Lille. Ils vont commencer prochainement parce qu'il y a les tours préliminaires de Ligue des Champions. Mais voilà, Genesio avec le badge, le logo, on peut dire, du LOSC. Un autre entraîneur est officiel, c'est
Marco Baroni devient le nouvel entraîneur de la Lazio. Igor Tudor, il y a à peu près une dizaine de jours, il a annoncé officiellement sa démission. Je quitte voilà. La Lazio. Du coup, il n'y a plus de coach. La Lazio avait pensé à Conceição, mais Conceição, j'ai dit, plutôt du côté de Marseille. Et du coup, c'est ce coach, Baroni, qui est l'ancien coach de l'équipe de Hellas Vérone. Toujours avec les coachs. Et officiel, Fernando Torres est promu entraîneur de l'équipe B de l'Atlético Madrid. Promotion, en gros, il était l'entraîneur de l'équipe C. On va dire le U19, c'est les C. Il entraînait les U19 jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il entraîne l'équipe B, l'équipe réserve. Peut-être un jour, il sera l'entraîneur de l'équipe A, peut-être pour l'après. Diego Simone, parce que ça fait déjà depuis 2011 qu'il est là, Simone, depuis 13 ans. Un jour qui partira, peut-être Fernando Torres sera son remplaçant parfait. Toujours avec les coachs, j'ai regroupé aussi quelques infos coachs. Miroslav Klose, légende de l'Allemagne. Et c'est officiel, est le nouvel entraîneur. Lui aussi, il a passé ses diplômes. Et lui aussi, une belle équipe, c'est Nuremberg. Bon, c'est vrai que c'est pas de la première division, c'est la deuxième division allemande. Mais voilà, le club a terminé dans le milieu de tableau de Bundesliga de cette saison. Voilà, première grosse aventure pour Klose, qu'on verra aussi peut-être dans le futur, entraîner bien sûr une grande équipe européenne. Concernant Erik ten Hag, et coup de théâtre, les gars, parce que Manchester United, d'après David Orsten, qui est quelqu'un, c'est un journaliste un peu comme Fabrizio Romano, mais anglais, très bien renseigné sur les infos en Angleterre. Donc il dit que Manchester va garder Erik ten Hag. Pourtant, il y a encore à peu près quelques jours, là on disait que même avec cette FA Cup remportée, il allait être viré, mais non, il devrait peut-être rester en place après. Vous savez, c'est le mercato, tout peut arriver, mais pour l'instant, ce serait plutôt de conserver, on peut dire, le coach néerlandais. On continue avec une autre info et officielle. Là, tiens, c'est un départ de Saint-Etienne, auteur d'une belle saison avec la Saint-Etienne, 6 buts et 7 passes D. Dylan Chambost, 26 ans, quitte le club pour le Crew de Columbus Crew, une équipe aux États-Unis. Donc, le rêve américain plutôt que la Ligue 1 pour le milieu offensif. Donc, voilà, il aurait pu jouer en Ligue 1 vu que Saint-Etienne monte, donc non, il part, c'est officiel, il débarque du côté de cette équipe américaine. Le Bayern Munich met en vente Mathis de Ligt. C'est quoi le problème? C'est que c'est l'un des plus gros salaires du club. Les Bavarois ont besoin de revenus et veulent économiser sur son salaire qui est très élevé. Avec Harry Kane, je crois qu'il doit être le plus gros salaire, il doit être dans le top 3, Mathis de Ligt. Donc voilà, du coup ils aimeraient le vendre tout simplement. Et surtout qu'un nouveau défenseur va débarquer, c'est Jonathan Tah, défenseur de Leverkusen. Il va signer au Bayern Munich et en gros c'est pour ça que Mathis de Ligt devrait partir. Des nouvelles d'Erling Haaland. Haaland, c'est fini, il a joué ses 2 matchs. Il a été buteur lors des 2 matchs avec la Norvège. 2 matchs, 4 buts. Et actuellement, il est en vacances. La Norvège n'est pas qualifiée pour l'Euro. Donc là, il va reprendre la pré-saison avec City dans à peu près un mois. Et là, vacances. On peut voir que hier soir, il était à Marbella, dans le sud de l'Espagne, en boîte de nuit. Erling Haaland. Officiel, voici le maillot que portera l'étincelant Florian Wirtz la saison prochaine. Donc le nouveau maillot est officiel du Bayer Leverkusen vient d'être dévoilé. Donc voici le maillot, bien sûr, de cette équipe qui a fait une saison exceptionnelle, invaincue de la saison. Donc jamais c'est arrivé, bien sûr, dans le football allemand. Donc ce sera le maillot domicile, bien évidemment, de couleur rouge, les manches de couleur noire et leur sponsor Barmenia, je sais pas trop ce que c'est, et Castor, leur sponsor, pas trop connu, on voit beaucoup Nike, Adidas, Puma, c'est Castori, leur sponsor. Donc voilà, concernant cette équipe du Bayern, c'est officiel. Ivan Rakitic souhaite que Luka Modric gagne un trophée avec la Croatie. Donc il a dit Rakitic, le football doit un titre à Modric avec la Croatie. Son truc serait qu'il remporte 7 euros. Ça serait spécial de voir Luka soulever le trophée. C'est vrai qu'à chaque fois il a échoué. Prêt, on peut dire, à un trophée. Perdu en finale de Coupe du Monde 2018, en demi-finale en 2022 contre l'Argentine, et en 2023 finale de la Ligue des Nations perdue. Je crois que c'est d'être, je sais plus contre qui, c'est pas l'Espagne, je crois qu'il avait perdu. Oui, je crois que c'est d'être l'Espagne. Bon, voilà, à chaque fois il est proche, mais il n'a pas de trophée. Et voilà, Rakitic, son collègue, qui va jouer aussi à l'Euro, il aimerait bien sûr que Modric soulève 7 euros, on peut dire, pour enfin gagner quelque chose avec la sélection croate. Lamine Yamal, il était interviewé hier par un magazine, un journal espagnol en gros. Quand je joue, il joue beaucoup à la PlayStation. Quand je joue à la PlayStation, je préfère mettre Nico Williams et moi sur les ailes plutôt qu'Mbappé et Dembélé par rapport au mode FUT où tu peux mettre les joueurs que tu veux. Donc lui, il se met il peut bien sûr, parce qu'il y a un très bon joueur, et Nico Williams avec un autre attaquant plutôt que Mbappé et Dembélé, 2 joueurs aussi qui sont beaucoup utilisés dans FIFA. Il a également dit en 2020, donc lors du dernier Euro, c'était en 2021 parce que ça avait été décalé d'une année à cause du Covid, je regardais l'Euro dans un centre commercial avec mes amis et maintenant je suis ici pour le jouer, bien sûr. Et il a dit, j'ai apporté mes devoirs pour l'Euro car je suis en 4e année de l'ECO, donc ESO, c'est une seconde, bon bref, il est encore à l'école, il a seulement 16 ans, il va fêter ses 17 ans dans pas longtemps. Donc normalement là, la prochaine c'est le bac pour Lamine Yamal, mais voilà, donc il a une vie un peu spéciale lui parce qu'il est footballeur professionnel
et à l'école. Donc il continue bien sûr à faire, il va essayer bien sûr d'avoir son bac, puis après il se focusera à 100% bien sûr sur le football. Hein. J'ai des cours en ligne et ça va, j'espère que le professeur ne me collera pas. Bon, voilà, bon après c'est quelqu'un de spécial comme j'ai dit, hein, vu que lui il a déjà bien sûr. Il va faire carrière dans le football, puis voilà, il n'aura pas d'autre métier, on pense. Lamine Yamal. Le club de Cholet, 3e division française, qui évolue en National 1, est exclu des compétitions nationales par la DNCG. Vous savez, la DNCG, c'est ceux qui regardent les finances des clubs, tout ça. Et hier, c'est le club de Cholet qui passait. Et alors, les finances sont pas du tout bonnes, les gars. Regardez, hein, le club a un trou de 800 000 euros à combler. Donc, du coup, c'est final national. Ils descendent, je crois qu'en plus déjà ils descendaient. Ils étaient déjà en National 2 parce qu'ils étaient, je crois, dernier du classement national. Mais c'est même pas en N2 qui vont descendre, c'est en Régional 1. Voilà, donc voilà, descente de, je sais pas, 4-5 divisions d'un coup pour Cholet, les gars, qui est au bord, on peut dire, de la faillite. Choisi par le Stade Brestois pour disputer ses matchs de Ligue des Champions la saison prochaine, le stade de Roudourou à Guingamp a été inspecté par l'UEFA ce lundi avant-hier. Donc parce que Francis Leblay, le Stade de Brest, ne pouvait pas accueillir, le stade n'était pas aux normes pour les matchs de Ligue des Champions. Et du coup, Brest devait trouver un nouveau stade où jouer seulement avec 5000 personnes dans leur stade. Ils n'ont pas voulu. Ils vont aller jouer les matchs de Ligue des Champions au stade de Guingamp. Et voilà, ceux qui sont de l'UEFA pour voir si le stade est aux normes. Hein. Ils étaient avant-hier, bien sûr. Donc, je n'ai pas eu de nouvelles. Donc, je pense que le stade est OK. Hein. Donc, voilà. Brest jouera bien ces matchs de LDC du côté du stade de Guingamp. La marque Skims de Kim Kardashian en collaboration avec Jude Bellingham. Donc je connais pas cette marque, hein, peut-être que vous la connaissez, j'en sais rien, mais voilà, c'est des marques. Enfin, c'est une marque de caleçon. Voilà, Jude Bellingham, l'égérie, on va dire, hein, de la marque de la célèbre Kim Kardashian. Il y a 2 ans, jour pour jour. Déjà il y a 1 an, c'était quasiment la signature de Jude Bellingham. Il y a 2 ans, les gars, qui arrivaient, c'est Aurélien Tchouaméni officiellement. C'était le 12 juin 2022. Tchouaméni signait du côté du Real Madrid. Hein. Donc voilà, parfait pour lui, bien évidemment, hein, parce qu'il a déjà remporté la Ligue des Champions. Tiens, là, il y a quelques jours face à Dortmund. Et on finit, tiens, les gars, avec une petite question de fin pour finir cet épisode. Les plus jeunes sont-ils capables de citer ces 11 joueurs? Donc sans tricher, bien évidemment. Voilà, c'est l'équipe de France, ancienne génération. Bon, il y a des joueurs très connus, hein, bien sûr. On peut voir Zidane, Henry. Voilà, tout le monde sait. Est-ce que vous savez tous les joueurs, hein, voilà. Voilà. Bon, moi je les connais tous, je vais pas vous les dire, mais voilà, n'hésitez pas à penser, même si vous ne marquez pas en commentaire, mais regardez, c'est tous, enfin, si vous avez tous leur nom, hein, bravo, hein, parce que peut-être les plus jeunes, hein, voilà, peut-être non pas bien sûr tout le nom des joueurs bien sûr présents sur cette photo. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, demain jeudi. Demain on sera la veille du début de l'Euro. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.